Les forêts sont des lieux étranges qui excitent l'imaginaire. Elles transpirent d'une aura mystique, étrange et étrangère, alors qu'à tout juste 2 pas, accessibles et inaccessibles à la fois, maîtrisées et indomptables, chaleureuses et repoussantes, de grands écarts sensitifs qui sont autant de terreaux propices à de belles histoires, à des mythes et des contes. Si les forêts ont eu l'occasion de s'illustrer à maintes reprises au cinéma ou dans la littérature, le jeu vidéo n'est pas en reste et a su capter l'essence de la forêt pour en raconter une version. Aujourd'hui, je vous propose de partir en balade dans ces forêts du jeu vidéo. Pas ces jeux qui parlent de la forêt, dont la forêt est au cœur du gameplay, mais bien de simples jeux vidéo à la narration plus ou moins présente qui intègrent à un moment ou à un autre une forêt. Comment celle-ci est intégrée, comment l'univers du jeu en parle et qu'est-ce que cette forêt veut bien nous raconter. La forêt de Brokilon, The Witcher. Si à travers ces 3 opus, l'univers de The Witcher nous a habitués à des endroits tout aussi dangereux que magnifiques, il en existe un qui l'est pourtant bien plus que les autres. Un endroit si terrible qu'il en ferait presque passer les écoles de sorceleurs, les guerriers mutants de cet univers, pour des camps de vacances. Un coin terrifiant que même les sorceleurs essayent d'éviter. Enfin, tous sauf notre Géralt de Rive nationale bien entendu. C'est une forêt, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est à la fois un royaume, bien qu'un peu discret, mais aussi très certainement le seul, entre guillemets, sanctuaire de monstres recensés de tout le continent connu de Witcher, puisqu'il abrite des espèces littéralement éteintes hors de ces lieux. La forêt de Brokilon, vaste étendue d'arbres et réel symbole du monde, puisque présente depuis des temps immémoriaux, peu importe les écrits ou les peuples qui ont foulé cette terre, aucun ne recense vraiment la naissance de Brokilon qui semble être là depuis toujours. Mystérieuse et imposante, cette forêt est très vite devenue une zone crainte par les hommes et par leurs empires, certaines nations adjacentes à celle-ci allant jusqu'à la considérer comme une frontière naturelle. Mais plus important encore, certains la considèrent comme une défense impénétrable qui par défaut protège leurs flancs. Il y a donc dans ce monde, pourtant habitué à la guerre et à une lutte perpétuelle contre des monstres, un lieu qu'aucune armée ne peut traverser. La raison à ça, elle est plutôt simple, elle est habitée et surtout défendue par les Dryades, une race humanoïde aux traits féminins qui se révèle être bien plus que de redoutables adversaires. Armés d'un fort lien avec la nature, leur permettant de modeler celle-ci à leur guise, une force surhumaine et des pouvoirs magiques, les Dryades ont transformé la forêt de Brokilon en forteresse végétale bourrée de pièges invisibles. Aucun homme ne peut sortir vivant de cette forêt, encore moins s'il a posé les yeux sur la capitale, Duhan Canel, ou la place du chêne en vieux langage. Mais ce qui rend cette forêt tout particulièrement intéressante, c'est bien dans son traitement dans les jeux de CD Projekt, cette manière d'entretenir le mystère autour de cette forêt qui a pourtant eu un rôle essentiel, et ça sans pour autant vraiment l'inclure en jeu. Par exemple, dans The Witcher 3, on tombe sur une multitude de notes, ou des monstres intelligents nous parlant de la fameuse forêt de Brokilon, et sous-entendant grandement que hormis les pièges ou des habitants pour le moins extrêmes, il existe encore bien d'autres secrets gardés par cet océan vert. Le jardin de Noirsouche, Dark Souls. Dark Souls est un jeu difficile à suivre, très exigeant dans ses mécaniques de gameplay, assez austère de prime abord et à l'histoire qui ne nous est jamais racontée. Il me semblait évident que la forêt du jeu de base, le jardin de Noirsouche et son bassin de Noirsouche y figurent. D'autant plus que ce lieu est en réalité incontournable pour qui s'intéresse de près ou de loin à l'histoire du premier Dark Souls. Le jardin de Noirsouche est une zone de jeu constamment sous crépuscule et contient en son sein d'étranges ruines, témoins d'un autre temps, parmi lesquelles se côtoient une faune et une flore atypiques. Les Ents sont vos premiers ennemis, grands êtres boisés, dangereux à plusieurs, indispensables à farmer pour obtenir d'eux des touffes de lichen, consommables qui vous soignent du poison ou du toxique en fonction de leur rareté. Le bassin de Noirsouche abrite également cette hydre bien connue des joueurs et dont le combat pourra en faire suer plus d'un. Les géants de pierre sont ceux qui nous rappellent que fut un temps des gens vivaient dans cette forêt, le peuple d'Olacil, dont le royaume vivait en Lordrane. Des ennemis inactifs qui cependant prennent vie quand vous êtes à proximité. Le jardin de Noirsouche est aussi un premier contact avec les golems de cristal, des pions de Sis l'écorché qui rôdent ici à la recherche de victimes à capturer et à ramener aux archives du duc. En chemin, le joueur peut également prêter serment au chasseur Sylvestre auprès d'Alvina, un gros chat qui parle, qui ne sera pas sans rappeler le chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles. Ces chasseurs sylvestres sont une faction créée pour maintenir l'équilibre de la forêt,
connu des joueurs pour son PVP pour le moins chaotique et très marrant. Faire partie de cette faction rend les chasseurs pacifiques et vous permet de marchander avec Shiva, un personnage non-joueur très important donnant accès à des items précieux. Attention à ne pas vous montrer agressif envers l'un d'entre eux, une simple roulade contre l'un des vôtres pouvant être perçue comme une trahison. Alvina prend grand soin de protéger la forêt, de sorte que cette dernière apparaisse non pas comme un ennemi, mais ni même comme un allié. La forêt est à part, sauvage, imprévisible, inévitable. Alvina se permet de vous faire une confession, cela dit, elle n'aime pas un certain loup, vous avez carte blanche pour la battre. Si le joueur se rend dans le jardin de Noirsouche, ce n'est pas pour profiter de l'atmosphère pesante, mais pourtant fascinante du lieu, mais pour une bonne raison. Il y trouvera l'anneau du serment d'Artorias, un item indispensable à sa progression, anneau nécessaire pour traverser les abysses et vaincre les 4 rois à la fin de la nouvelle Londo. Cet anneau est l'héritage d'Artorias, un des 4 chevaliers de Gwyn dont le tombeau est protégé par Sif, son loup compagnon. Un loup à la taille démesurée, armé d'une épée dans la gueule, un loup qu'il vous faut abattre pour accéder à l'anneau convoité. Après un dur combat qui prouve votre valeur, cela dit en passant, pour reprendre le combat contre les abysses, vous aurez le droit de porter l'anneau, Sif pouvant reposer en paix aux côtés de son maître au sein du jardin de Noirsouche. Avec la mort du loup, la forêt peut retrouver son équilibre, sa paix, son harmonie, en marge du monde des hommes. Les bois perdus, The Legend of Zelda. Parlons de cette constante que sont les bois perdus dans la licence Zelda. Cette forêt est présente dans presque tous les opus et se charge de rappeler à elle chacun des symboles que la licence a créés et entretenus avec le temps. On retrouve évidemment dans ces bois l'idée d'une forêt retranchée du monde, cachée mais dont le degré mystique est bien plus direct qu'ailleurs. C'est le bois dans lequel vivent les fées, les loups et d'autres créatures mythologiques. Seuls les esprits de cette forêt peuvent y prospérer sans y être inquiétés, qu'ils soient des Kokiri ou leur version alternative, les Korogu. Un peuple qui vit retranché du monde, hors des combats que peuvent mener les autres Iliens, seule la forêt compte et son gardien veille à ce que l'équilibre de la forêt et ses habitants soient maintenus, l'arbre Mojo. Il est le visage de cette forêt, celui qui exprime l'état de santé de celle-ci. Lorsque Hyrule est sous les flots, dans Wind Waker, il se donne pour mission de faire survivre la forêt en chargeant les Korogu de planter des graines sur les îles du monde. Lorsque ce dernier vient à mourir, la forêt va mal. Les esprits de la forêt sont en danger et en voie d'extinction. Le pire scénario possible étant celui de Twilight Princess, dans lequel l'arbre Mojo est supposé mort depuis longtemps. Jamais la forêt n'aura été aussi dangereuse, violente, mais surtout, elle peut être habitée par des Iliens. Ce caractère inviolable de la forêt dans Zelda en fait un sanctuaire parfait pour y reposer parfois l'épée de légende, comme dans Breath of the Wild, où cette dernière attend le héros devant l'arbre Mojo lui-même, ou encore dans A Link to the Past, caché cette fois-ci au plus profond des bois perdus. Les bois perdus, en eux-mêmes, sont une zone encore plus mystérieuse que cette zone forestière d'Hyrule. Comme son nom l'indique, ces bois sont destinés à vous perdre. Une brume épaisse englobe les feuillages qui eux-mêmes sont tressés de sorte que la lumière ne puisse que très peu passer. Les bois perdus sont un labyrinthe dans lequel Link est amené à se perdre. Que ce soit dans A Link to the Past, Ocarina of Time ou Breath of the Wild, le bois perdu est une épreuve que doit passer le héros. Non pas une épreuve de force, mais de patience, d'observation, puisque le chemin à suivre est toujours un chemin tracé par des détails. Une mélodie au loin, des torches allumées. Enfin, si les bois perdus sont si connus, c'est surtout parce qu'on s'y perd. Les conséquences les plus évidentes sont de désespérément tourner en rond, éventuellement de se faire téléporter au début du bois. Mais la légende la plus connue concerne cependant une malédiction. Un Ilien perdu dans la forêt est un Ilien de moins. Skull Kid et Stalfos sont autant de créatures magiques apparues à la suite d'un Ilien qui s'est perdu en forêt. Un danger que l'on connaît et qui inquiète dès Majora's Mask lorsque l'on voit notre héros seul et à la dérive dans les bois perdus avant sa rencontre avec Skull Kid et sa descente vers le monde parallèle de Termina. Le bois de la pénombre de World of Warcraft. World of Warcraft est un jeu énorme qui regorge des forêts d'aspects variés. Jungle tropicale, telle la sanglante vallée de Strangleronce, taïga enneigée du Northendre avec les Grisonnes, ou encore la savane arborée des Tarides. Mais parmi toutes les forêts qu'arpente le joueur au fil de son aventure, la plus mystérieuse est sûrement le bois de la pénombre. Si cette forêt tranche beaucoup avec les autres, c'est surtout par son extrême différence avec le reste des paysages qui l'entourent. Elle est la première étape pour les membres de l'Alliance au sein d'un territoire hostile, sombre et inquiétant, contrastant avec l'initiation du joueur dans la paisible forêt d'Elwyn et les fermes de la Marche de l'Ouest. L'ambiance y est obscure,
la musique inquiétante, et au travers des fourrés, vous pouvez apercevoir parfois des yeux jaunes qui vous épient dans la pénombre. Même en plein jour, la lumière ne perce pas au travers des feuillages obscurs de cette forêt maudite. Il était d'ailleurs prévu, lors de l'alpha du jeu, de rendre ce lieu si sombre que les joueurs avaient besoin d'un objet spécial, une torche, afin de pouvoir éclairer les alentours. Mais cette idée ne fut pas maintenue dans la version finale. Le joueur parcourt des sentiers hostiles du cimetière de Collines-aux-Corbeaux jusqu'au village de Sombre-Comté, qui fut abandonné par l'armée et aujourd'hui défendu seulement par une milice locale. Si ce bosquet est aussi inquiétant, c'est parce qu'il fut le théâtre de nombreux événements dramatiques. C'est par exemple dans ce bois que sévit la malédiction de la Faux des Lunes, un puissant artefact créé par des druides lors de la guerre des Satyres. Perdue pendant presque 10 000 ans, elle fut retrouvée par un paysan qui réveilla son pouvoir, celui de faire apparaître des worgen, des sortes de créatures semblables à des loups-garous, extrêmement agressifs et féroces. Il provoque alors une invasion de monstres dans une grande partie de cette forêt, dont la milice locale, les Veilleurs, peinent encore à se défendre. On y affronte aussi la menace terrible d'Abercrombie, aussi nommé l'embaumeur, un ancien alchimiste devenu fou suite à la mort de sa femme. Il tenta désespérément de la ressusciter à l'aide de la magie noire et en transférant son propre cœur dans le cadavre de son épouse. Sa nécromancie la ramène à la vie sous forme de zombie, imposant à Abercrombie de l'enterrer pour l'empêcher d'attaquer d'autres créatures. Les joueurs, qui n'étaient pas au courant de ces horribles manipulations, l'aident à créer une abomination encore plus monstrueuse, nommée le Balafré, et qui l'enverra attaquer le village de Sombre-Comté sous les yeux effarés du joueur qui réalise alors la catastrophe qu'il a lui-même engendrée. Au centre du bois de la pénombre, les joueurs peuvent pénétrer dans un ancien cratère éteint dont la flore mystique contraste avec les bois maudits qui l'entourent. Un mystérieux portail s'y trouve, en son centre, et on pouvait à l'époque y affronter l'un des 4 dragons du cauchemar, l'une des menaces les plus puissantes du monde de World of Warcraft à l'origine du jeu, et aussi premier World Boss. Ce n'est d'ailleurs pas qu'un bois dangereux à cause des monstres qui le peuplent, mais c'est aussi par les autres joueurs qui y transitent. Son statut de carrefour entre plusieurs zones de haut niveau donne souvent lieu aux premières rencontres entre les factions opposées, se finissant souvent par une mort aussi surprenante que violente pour les joueurs inexpérimentés. Évidemment, des forêts mystérieuses dans les jeux vidéo, il y en a plein, et je suis sûr que vous ne manquerez pas de m'en citer en commentaire. Allez-y, c'est fait pour ça, et comme toujours, on n'est pas à l'abri qu'on reparle de ce sujet-là. Un sujet mine de rien assez atypique. J'avais envie de parler de forêt. J'ai la sensation que la forêt est vraiment à la base de beaucoup d'histoires populaires, de contes et légendes urbaines qui ont inspiré une sorte d'inconscient collectif. C'est dans la forêt que la magie opère, qu'on retrouve les druides, que se cache le loup, une forêt que l'homme fuit, car c'est un danger, mais un danger si attirant, si beau, qui rappelle tant le sauvage et tout ce qu'a perdu l'homme pour faire société. Peut-être qu'elle est là, la clé, ce retour fantasmé à ce que nous ne sommes plus.